Alors bienvenue sur la PNIX, émission du Journal International. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la 50e émission. Et oui, déjà. 50e ? C'est ça. Et on était là dès le début en plus. Alors, on va vous parler cette semaine de la montée du nationalisme en Europe. Parce que oui, les Anglais, ils viennent de partir de l'Union Européenne après 2 ans d'embrouille diplomatique. Mais on va pas vous faire une explication sur le Brexit. Parce que même si maintenant ils sont out, ça veut pas dire que la situation s'est simplifiée. Il y a toujours personne qui comprend rien. On verra ce que ça donne plus tard. Pour le moment, c'est pas le sujet. Et nous avons donc décidé de nous concentrer, comme je vous le disais, sur la montée du nationalisme en Europe, sur donc cette organisation supranationale, cette fameuse organisation tant différente des autres organisations du droit international. Parce que oui, avec nous, vous savez que niveau droit international, on est devenus des pros. Parce que donc, les élections européennes ont eu lieu en juin dernier. Et on remarque quand même qu'il y a de plus en plus d'euroscepticisme qui se développe. Et donc nos chroniqueurs habituels ont décidé de se concentrer sur un pays en particulier et de vous présenter une petite actualité. Alors Hugo, toi tu es maintenant notre envoyé spécial de Bulgarie. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors, merci Charlotte. Alors moi, qu'est-ce que je peux vous dire sur la Bulgarie ? Alors, je vais vous présenter une petite actualité qui n'en est en fait pas vraiment une puisqu'elle elle date de avril 2019, mais elle est en lien avec les futures élections de la Bulgarie, qui sont d'ailleurs peut-être un peu anticipées, mais attention, petit spoiler, on ne sait pas trop encore. Alors voilà ce que j'ai trouvé. Le vice-président du parti politique du centre droit, ou droite libérale, donc du GERB, est bras droit de l'actuel Premier ministre. Le GERB, c'est l'acronyme de Citoyens pour un développement européen en Bulgarie. Ouais, c'est un peu mieux quand tu expliques, parce que Oui. le nom... bof. Oui, le nom n'a rien à voir. Ne donne pas envie. Donc le GERB a été accusé de corruption... certains membres du GERB ont été accusés de corruption pour avoir reçu des prix préférentiels concernant des appartements de luxe ou encore d'avoir bénéficié de fonds européens pour faire rénover certaines de leurs résidences. Également, de hauts fonctionnaires détournaient des fonds européens pour la construction de sortes de maisons d'hôtes. Je dis sortes parce qu'en fait, c'était pas ouvert aux visiteurs, du coup, c'était pas vraiment des maisons d'hôtes. Enfin voilà, la réaction face à ce scandale a été presque immédiate. Le vice-président du GERB a démissionné, et ainsi qu'une série de plusieurs personnes mêlées à ces histoires de corruption et de détournement de fonds. Mais du coup, Hugo, pourquoi t'as choisi cette actualité ? Eh ben ça, je t'expliquerai ça plus tard, Charlotte, non pas parce que je ne veux pas te l'expliquer maintenant, mais parce que il faut que je te fasse un petit contexte historique pour que tu comprennes mieux et que vous compreniez mieux pourquoi est-ce que je vous dis ça. Tu nous mets du suspense dès le début. Eh ben oui, sinon vous vous ferez chier. T'as bien raison. Alors après, nous avons donc Chloé Moulek qui va représenter l'Italie aujourd'hui. Oui, cette fois, je vous présenterai l'Italie, dont la gestion politique est, vous allez voir, un petit peu aléatoire. Dans le sens où la Ligue Nord est arrivée en tête des élections européennes avec 34% des voix, suivi du Parti démocrate avec 22% et du MS5, donc le mouvement 5 étoiles, avec 17%. Donc on a quand même 2 partis eurosceptiques au pouvoir, au Parlement européen. Et comme on le verra tout à l'heure, l'actuel gouvernement italien est composé du M5S, qui reste une partie eurosceptique, comme je disais tout à l'heure. Après, on peut relativiser, car la volonté actuelle du gouvernement italien semble plutôt tourner vers une réconciliation avec la Commission européenne. Ah, alors on verra où est-ce qu'en est l'Europe à ce niveau-là. Mais d'ailleurs, en parlant de tension avec la Commission, Manon, toi, tu vas nous présenter la Pologne, qui en ce moment a des petites tensions. Oui, carrément, et ça date pas d'aujourd'hui. Donc en fait, les origines de la dérive nationaliste, elles sont surtout ancrées dans la transition de 1989 et les enjeux de décommunisation, du coup. Et il y a eu 2 visions qui s'affrontent depuis, dont l'une qui est sur plus l'élaboration de lois démocratiques et le respect des libertés, avec une perspective qui se veut apaisée, on va dire, et une autre qui est carrément pas du tout dans cet objectif-là, donc c'est celle-là dont je vais traiter, qui est ouvertement revancharde, qui milite pour l'ouverture d'une chasse aux sorcières et qui contre celles et ceux qui ont eu à travailler de près ou de loin avec l'ancien régime communiste. Du coup, ils essayent de se venger aujourd'hui. Donc l'histoire, les conséquences aujourd'hui de l'histoire. Et du coup, pour terminer, Chloé Fauvette, toi, tu vas nous parler de la Hongrie. Alors oui, déjà un peu
pour ce qui est un peu de l'origine en fait du nationalisme déjà en Hongrie, tout commence déjà par la création du Jobbik, qui est toujours d'ailleurs un parti politique hongrois qui a été fondé en 2003 et par un enseignant en histoire de 31 ans à l'époque, donc Gabor Vona. Et le Jobbik désigne en fait un jeu de mots en hongrois, donc qui signifie à la fois le meilleur et le plus à droite. Donc Extrême droite blonde. voilà, c'est un peu pour situer dans le contexte, mettre un peu dans le contexte. Et puis maintenant, donc c'est le Fidesz, donc le parti du Premier ministre Viktor Orban, qui a su se démarquer et qui au départ était de centre-droite, mais qui s'est adapté avec cette montée. Et il pratique aujourd'hui au pouvoir une politique nationaliste et ultra-conservatrice. C'est actuellement donc, le gouvernement Orban III qui est à la tête du pays, mais c'est actuellement son 3e mandat, car il est élu une première fois en 2010. Il a été réélu en 2014 et là, il a été réélu en 2018. Mais du coup, on parle du montée du nationalisme en Europe, mais est-ce que ça se ressent au niveau des élections dans vos pays ? Alors en Hongrie déjà oui, parce que le Parti national conservateur, donc Fidesz, arrive largement en tête des élections européennes avec 52,3% des suffrages selon un sondage réalisé par l'Institut Nésopon. Et il possède 21 sièges au sein du Parlement européen. C'est une victoire qu'on peut dire écrasante pour le Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Et selon son mouvement, en fait, a devancé ses rivaux de plus de 35 points. Je fais référence notamment à l'opposition de centre-gauche. Ok, moi, sinon, avec la Pologne, ça va, on talonne. Hein. On est au niveau des élections européennes sur 45,38%. De sièges qui sont attribués aux partis conservateurs et réformistes, donc c'est une espèce d'alliance droite et extrême droite. Et sinon, pour plus précisément le pays en soi, le parti le plus nationaliste, on va dire que c'est le PiS, donc c'est le parti qui est intitulé Droit et Justice et qui a été fondé en 2001 par les frères Kaczynski et qui est présidé aujourd'hui par Jarosław Kaczynski. Donc c'est un parti droite, conservateur, et qui est au pouvoir maintenant depuis 2015. Donc dans sa rhétorique, le PiS, il dénonce les mauvais choix opérés depuis 1989 et aussi la manière dont la transition a été négociée. Et il est vraiment... il reproche surtout le fait que la transition, notamment pour la Pologne, a été calquée sur le modèle occidental et libéral, et qui est complètement opposé à l'esprit national polonais, en fait. Donc sinon, à l'échelon local comme à l'échelon national, et sur le plan idéologique comme sur le plan tactique, le PiS, on va dire qu'il fédère l'électorat qui est actif. Donc tous les entrepreneurs, les retraités, les couches populaires de Pologne, enfin toutes les couches populaires de Pologne et orientales. Donc voilà. Du coup, oui, dans une certaine mesure, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que vous ne m'avez pas écouté. On a écouté, mais Alors moi, j'ai aucun souvenir. C'est Hugo qui n'écoute pas, c'est sa faute, c'est pas nous. Toujours le même. Hein. Donc oui, dans une certaine mesure, dans le sens où la Ligue Nord est arrivée en tête des élections européennes avec 34% et le Parti démocrate 22%, qui a été suivi du MS5, on peut parler d'une certaine montée du populisme parce qu'on a 2 partis eurosceptiques au pouvoir. Et au niveau interne du gouvernement, cette année, ça s'est un petit peu calmé, mais l'année dernière, on avait aussi on avait 2 partis populistes au pouvoir qui étaient l'extrême droite et l'extrême gauche, sans aucun paradoxe. Si, ils s'entendent. Mais je crois que justement, ils s'entendaient pas très très bien. Et que ça a été problématique. Non, mais je crois que les gouvernements italiens sont jamais vraiment très bien entendus de manière générale. Donc, Et du coup, toi, Hugo, en Bulgarie, qu'est-ce que ça donne ? Eh ben moi, c'est quand même vachement plus soft que vous, hein, je suis désolé. Mais moi, concernant les dernières élections législatives européennes, voici les résultats concernant l'extrême droite. Donc 2 places sur 17. Donc les 2 places destinées au parti extrême droite. Oui, non, c'est rien du tout. C'est le parti du VMRO, donc Parti national bulgare, plus le parti de Recharger la Bulgarie. En sachant que ces 2 partis sont eurosceptiques. On a donc 11,7% des élus parlementaires européens bulgares qui sont des membres de la droite un peu plus radicale que les autres, donc conservatisme, euroscepticisme, nationalisme. Et sinon, on a une majorité au Parlement européen, donc du même parti que le parti majoritaire en Bulgarie, donc le GERB, avec qui le suivent le parti socialiste, pardon, pas nationaliste, socialiste bulgare, et juste derrière, Mouvement des droits et libertés.
Donc ça va globalement par rapport à C'est vous ça, toutes, là. vante-toi. Bah ouais, je me vante, ouais. Mais du coup, comment est-ce qu'il se manifeste ce nationalisme au sein des États et du coup au niveau européen qui donne cet euroscepticisme? Depuis quand est-ce qu'il existe? Bah alors du coup, moi, je vais renchaîner sur ce que je t'ai dit tout à l'heure concernant la corruption. Donc la corruption était un gros problème au XXe siècle lorsque les communistes étaient au pouvoir. Donc est-ce qu'on peut se dire qu'il y a un lien avec une vieille tradition et qu'il pourrait y avoir une montée des partis d'extrême droite suite à une nouvelle vague de corruption? Et bien justement, on va voir un peu ça avec le contexte historique. Du coup, on va repartir pour ça de la fin de la période de domination ottomane en Bulgarie. C'est à partir de 1878 que le pays va pouvoir se libérer de la domination ottomane qui dure depuis 1396. Ça fait quand même plus de 4 siècles. Donc ça fait beaucoup. Ce régime est alors liberticide. C'est pour ça notamment qu'il y a quand même pas une islamophobie, mais quand même si, en tout cas un fort racisme contre les personnes qui sont de confession musulmane. Donc suite à cette domination ottomane. Donc à la suite de cette libération, il va y avoir une volonté de créer un sentiment national, ce qui va diviser les partis, selon la manière de procéder à l'indépendance du pays. Et donc on va avoir une évolution des partis, des différents partis. C'est pour ça qu'on a assisté à une confrontation entre jeunes et anciens. Alors c'est pas moi qui ai nommé les deux camps, hein. Ouais, mais du coup c'est comme ça qu'ils s'appellent. Les jeunes étaient plutôt à tendance progressiste et donc plutôt libérale, et les anciens étaient plutôt conservateurs. Surprenant, hein, vous me direz. Carrément. Ainsi le temps passe au XXe et on a du fait de la forte proximité avec les pays communistes, la Bulgarie va fortement s'imprégner de ce mouvement communiste. Donc ce mouvement qui se voulait initialement social finira par s'avérer plutôt conservateur de ses propres valeurs, et pour citer Anthony Todorov, dans l'ouvrage des droites en Europe, le Parti communiste deviendra le parti de l'ordre, ce qui est assez explicite en effet. connoté, ouais. Donc le tout était assez négatif. Parce que dans un pays qui a connu une domination pendant 4 siècles et qui cherche à se fonder une identité et qui finalement est rebridé par une idéologie communiste, c'est moyen quoi, genre c'est pas ouf. Donc les années passent et on arrive à la chute du communisme en 1989 et là l'orientation politique change. Il faut trouver un moyen d'évoluer, de progresser, mais en prenant appui sur un échec communiste. Le pays voulait une différence majeure et il fallait prendre conscience des erreurs du passé. C'est pour ça que deux camps se sont opposés. On avait les ex-communistes contre les anticommunistes. Les ex-communistes donc présentaient une nouvelle idéologie en rupture avec la précédente, donc progressiste, non plus conservateur, donc c'était genre de sociodémocrate. Et les anticommunistes, donc les mouvements à droite, pour rompre avec ce communisme marqué par les inégalités. Donc on avait un abandon du discours révolutionnaire et mobilisateur. C'est ainsi que naît l'UFD, l'Union des forces démocrates, très imprégnée par la gauche. Je dis gauche grossièrement parce que c'est la référence française, ça nous parle plus, mais ce serait plus pas conservateur quoi. Petit à petit, ce mouvement originairement ex-communiste va devenir anticommuniste aussi, et les partis majoritaires vont être de droite. Mais attention, il existe quand même 3 différentes droites en Bulgarie. On a la droite libérale, donc initialement l'UFD, qui va devenir progressivement le PPE, donc le Parti populaire européen. On a le droite populiste, donc le GERB, qui est le parti majoritaire en Bulgarie, qui est le Citoyen pour le développement européen en Bulgarie, et la droite radicale, Ataka, qui signifie attaque, là aussi très explicite, et qui est xénophobe, raciste, conservatrice. Donc voilà un peu la... exactement, ouais. Et donc voilà un peu le topo sur le pays. Et avant de me prononcer sur du coup ce que je pense, vous, il se passe quoi dans votre pays pour qu'on en arrive à 50% d'élections de partis d'extrême droite? Et bon, toi j'ai oublié combien il y en avait, mais... Parce que tu m'écoutes toujours pas. Parce que je toujours pas. Et du coup alors pour ce qui concerne la Hongrie, je suis amenée à dire en fait qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent déjà ce phénomène extrémiste. Donc déjà, bientôt 30 ans après la chute du communisme, il y a beaucoup de Hongrois qui ont manifesté dans un contexte de crise économique. Ils revendiquaient aussi beaucoup leur déception face à l'Union européenne. Ils ont vraiment fini par penser qu'elle profitait en fait des petits pays en leur imposant
la relocalisation obligatoire des réfugiés. Il y a aussi une grande critique qui a été faite sur leur économie, puisqu'ils revendiquaient le fait que l'Europe rachèterait leurs usines et récupérait tous leurs profits, etc. Donc en fait, les Hongrois ont surtout rejeté ici une classe politique qui est aussi jugée cynique et corrompue, quoi. Et du coup... Après, en conséquence, donc, déjà rien que la montée du Jobbik a créé aussi une nouvelle génération de politiciens. Donc ça, c'est plus dans le contexte. Et puis, tout ça a établi une sorte de lien qui s'est créé en fait entre un ultranationalisme antisémite traditionnel dans certains milieux intellectuels, et voilà, ce lien a été fait aussi avec les frustrations d'aujourd'hui, ce qui fait que maintenant, bien que on peut pas nier le fait que le Fidesz qui gouverne seul avec une majorité imposante, il dit ne rien avoir en commun avec le Jobbik, mais pour autant on voit très bien qu'il ne cherche pas à se distancer de l'extrême droite. Bon, moi du coup pour la Pologne, on sait déjà qu'elle a pas l'air de kiffer le modèle occidental, et que la tentation du nationalisme, elle est très très forte, parce qu'elle épargne même plus les jeunes depuis 2015. Au niveau de l'euroscepticisme, il y a beaucoup de choses qui font que la Pologne occupe le soit aujourd'hui, on va dire. Donc tout d'abord, il y a la commission Juncker qui a été mobilisée contre la Pologne et aussi la Hongrie. Donc c'est la procédure de l'article 7 du traité de l'Union européenne. C'est celui qui prévoit des sanctions contre les États membres qui feraient peser de sérieux risques sur les droits fondamentaux, dont je reviendrai après. Donc ils sont notamment, par exemple, attaqués sur les réformes judiciaires et médiatiques, mais que du coup je développerai un petit peu plus tard. Sinon, il y a un petit peu d'amertume par rapport à l'Allemagne. Donc l'homme politique Jarosław Kaczyński, donc qui est à la tête du parti PiS, c'est gênant de le dire. Il est, en fait, il demande à l'Allemagne aujourd'hui de payer ses réparations de guerre. Parce que en fait, il justifie sa requête en disant que en fait, la France, les Juifs et d'autres pays ont été indemnisés, sauf la Pologne. D'accord. Mais la guerre, ça date d'il y a un petit moment. Ça fait un moment, mais je t'ai dit, ils sont très revanchards et eux, ils sont encore très très loin dans le passé. Sinon, après, le PiS, il a placé un peu la Pologne dans une situation très ambiguë vis-à-vis de l'Union européenne. Donc la Pologne, elle a rompu avec déjà le couple Macron et Merkel, parce que voilà, ils font qu'un. Et il a aussi repris le flambeau de la souveraineté du groupe Visegrad, donc c'est le V4 en fait, qui était avant dirigé par le Royaume-Uni, mais du coup, vu que eux, ils ont fait leur Brexit, ils sont tranquilles. Maintenant, ça a été repris donc du coup avec la Pologne, la Hongrie et aussi la Tchéquie et la Slovaquie. Donc c'est le V4 qui défend les souverainetés nationales contre les politiques trop fédérales de l'Union européenne, à qui veut l'entendre. Et c'est aussi le V4 qui va combattre du coup la commission Juncker. Donc tout ça, ça les arrange. Et sinon, pour la petite actu, il y a Macron qui est même allé dans les universités. Il y a 2-3 jours, je crois, pour s'adresser aux jeunes et essayer de gratifier l'Union européenne comme il pouvait. Donc voilà, force à lui. Pour ma part, est-ce qu'on peut parler d'euroscepticisme en Italie ? Seulement à moitié, puisque le gouvernement est dirigé par un parti qui est eurosceptique et un parti pro-euro. Donc... On aime les paradoxes. Donc oui, on est sur un certain paradoxe. Et puis en plus, l'Italie n'a pas connu moins de 70 gouvernements pour une période équivalente à celle de la 4e République en France, tout en affrontant de nombreuses crises. Parce que oui, on est dans un régime parlementaire qui ressemble un peu à la France, sauf que ici, le Parlement est élu au suffrage universel direct et au scrutin proportionnel. Et c'est justement là que le problème se pose en Italie, puisqu'on avait 3 partis principaux dont les idées étaient très différentes, pour ne pas dire opposées, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc je vais vous le rappeler, on a la Ligue Nord, qui était le parti d'extrême droite, le mouvement 5 étoiles, qu'on peut assimiler à de l'extrême gauche, et les démocrates, donc qui est plutôt centre-gauche. L'année dernière, ce qui s'est passé, c'est que les 2 partis les plus populistes, donc la Ligue Nord dirigée par Matteo Salvini et le M5S dirigé par Luigi Di Maio, s'étaient alliés et gouvernaient le pays ensemble. Le problème, c'est que par la suite, il y a eu plusieurs tensions au sein du gouvernement et que Giuseppe Conte, le président du Conseil, a été contraint de démissionner. Sauf qu'il est revenu après pour reformer un nouveau gouvernement composé du mouvement 5 étoiles, qui a été amplement accusé de retourner sa veste, puisque cette fois, il se rallie au Parti démocrate. Donc oui, les 2 gouvernements... Le Parti démocrate qui n'est pas du tout eurosceptique, et plutôt même pro-européen, voilà. du coup.
Exactement. Donc oui, pour le coup, les deux gouvernements ont peu de choses en commun, mais ils partagent un même but, qui est d'écarter la Ligue Nord. Et oui. Et à partir de là, ils se sont accordés donc sur un programme politique en faisant, entre guillemets, abstraction de leurs divergences pour éviter un nouveau naufrage. Et ça semblait plutôt nécessaire parce que le pays est tout de même atteint d'une dette de 134% du PIB, d'un taux de chômage de 9,7%, en plus de devoir gérer le défi migratoire. Donc le but de ce programme, c'était de rétablir un lien avec la Commission européenne afin de réaffirmer leur volonté de mettre en place une politique budgétaire qui réduirait la pauvreté, faciliterait l'accueil des migrants et garantirait le respect de l'environnement. Donc ils ont mis en place une baisse d'impôts, une relance des investissements publics et aussi un salaire minimum. Après, en ce qui concerne l'environnement, ils ont aussi décidé d'investir 50 milliards d'euros dans les énergies renouvelables, avec pour objectif final la création de 800 000 emplois. Mais ce n'est pas tout. Je le rappelle que l'un des principaux enjeux en Italie, c'est la gestion de l'immigration, car c'est justement sur ces questions-là que le populisme s'appuie pour baser ses discours. Et du coup, moi, je rebondis aussi sur la question de l'euroscepticisme au niveau de la Hongrie. Donc déjà, c'est vrai que Orban avait déjà pour but de constituer un pôle eurosceptique et anti-migrant. Sauf que bon, là, il a rencontré quand même quelques problèmes avec l'Union européenne et même au sein du Parti populaire européen. Donc, comme l'a dit Manon tout à l'heure, en 2018, déjà, il y a la procédure qui a été de l'article 7.1 du traité sur l'Union européenne qui a été lancée justement pour promouvoir et protéger donc, les principes fondamentaux, notamment au niveau de l'état de droit, les libertés et les droits fondamentaux de l'Union européenne. Parce que justement, le rapport qui a été soumis au Parlement européen souligne déjà de nombreux motifs de préoccupation en ce qui concerne la Hongrie. Il porte notamment sur l'indépendance du pouvoir judiciaire, la liberté aussi d'expression, la liberté d'association, ainsi que le droit à l'égalité de traitement. Les droits des personnes appartenant à des minorités, notamment les Roms et les Juifs, les droits fondamentaux des migrants, des demandeurs d'asile et des réfugiés et bien d'autres encore. Enfin, c'est ce dont on va parler un peu plus tard. Et même au sein du Parti populaire européen, donc il est vrai que Orban, à un moment donné, a voulu un peu s'en écarter, puisque c'est vrai qu'il avait hésité de se retirer de ce parti, en fait, après s'être rapproché pendant un moment durant la campagne électorale du parti ultra-conservateur polonais, donc de Jarosław Kaczynski, c'est ça. Et après avoir aussi flirté pendant un temps avec le leader nationaliste italien Matteo Salvini. Mais donc du coup il a quand même décidé de pas se retirer du parti, il a retourné un peu sa veste clairement, justement parce qu'il s'est vite rendu compte qu'il avait besoin quand même de ce parti pour finalement s'assurer une sorte de légitimité. Et malgré ça, il se verra quand même suspendu, justement, le fait d'être après lancé dans une procédure contre l'Union. Du coup, le parti l'a suspendu et on attend en fait une série de conditions à son éventuelle réintégration. Donc voilà, c'est assez... C'est musclé tout ça. C'est tendu quoi. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai pas tous ces problèmes-là. En tout cas, pas autant au niveau de l'euroscepticisme. Moi, pour le coup, ça va. Je dirais pas qu'il y a aucun problème, mais c'est loin d'être le même niveau que vous. Moi, clairement, c'est plutôt au niveau national que éventuellement je pourrais m'inquiéter, mais c'est pas encore trop grave non plus. On a plusieurs partis d'extrême droite qui se sont alliés pour former ce qu'on appelle le Parti des Patriotes Unis et ont obtenu 9% des voix donc, à l'Assemblée parlementaire en 2017. Donc 9%, ça reste quand même très peu. Surtout par rapport aux 50% de nos voisines. Quoi. Exactement. De plus, le président actuel de la Bulgarie possède le soutien du Parti socialiste bulgare, BSP. Le Premier ministre et la majorité parlementaire sont d'une droite populiste et on note également une forte présence du Parti socialiste au sein du Parlement. Donc je dirais que l'extrême droite est vraiment minoritaire jusque-là, donc ça va. Mais il y a quand même le problème de la corruption dont j'ai parlé tout à l'heure, étant donné que le parti extrême droite a dans son programme une forte volonté de lutter contre la corruption, donc c'est vraiment une de ses principales revendications. Et étant donné les derniers événements, j'ai peur que ce soit une brèche d'entrée pour eux, et du coup également du fait de ce racisme vers les Roms, les Tziganes et les musulmans. J'espère que ça va pas trop monter non plus, parce que pour l'instant on est plus dans une sorte de populisme que dans un nationalisme. Mais si ça continue comme ça, en tout cas avec la corruption... Il n'y a qu'un pas. Voilà, ça peut virer très vite, quoi.
Mais du coup, tout à l'heure, Chloé nous a parlé du cas des migrants, parce que oui, souvenez-vous, en 2015-2016, l'Union européenne a dû faire face à une vague de migrants plutôt impressionnante, venus du Moyen-Orient en guerre, la plupart arrivés par la mer, arrivés donc en Italie, chez notre Chloé, mais aussi en Grèce. Chez moi. Il y en a même qui arrivaient en Finlande, parce qu'ils passaient par la Turquie et qui remontaient jusqu'en Finlande. Enfin bref, l'Union européenne a été vraiment dû réagir face à cette crise. Et comment est-ce que vos pays ont réagi? Alors l'Union européenne, à la base, elle était basée sur les accords de Dublin, donc pour tous les pays d'Europe. Et en gros, l'idée, c'était que le premier pays qui reçoit le migrant s'occupe de sa situation. Sauf qu'ils ont vu que ça ne marchait pas parce que ça revenait pour les pays du Sud, notamment ceux qui étaient proches de la Méditerranée, comme l'Italie, à endosser toute la responsabilité de la situation du migrant. Et sachant qu'il y avait déjà des problèmes au niveau du gouvernement, au niveau des mafias et au niveau de l'économie, ils n'avaient vraiment pas besoin de ça. Donc ce qui s'est passé après, c'est qu'en 2019, il y a 5 pays qui se sont réunis, donc la Finlande, la France, l'Allemagne, Chypre et l'Italie, pour essayer de contourner justement les accords de Dublin et mettre en place une nouvelle politique d'immigration. Et donc, ce qu'ils ont trouvé, c'était la répartition automatique. Donc, en gros, la France accueillerait 25% des migrants, l'Allemagne ferait la même chose, et d'autres pays comme le Portugal, la Roumanie et l'Espagne accepteront des quotas de migrants. Donc, ce sera plus au premier pays d'accueil de s'occuper de la situation du migrant, mais ce sera réparti automatiquement. Et du coup, après, avec ces accords, qu'est-ce qui se passe en Italie concrètement ? Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que l'Italie a réouvert ses ports qui avaient été fermés par Matteo Salvini l'an passé, donc afin d'accueillir de nouveaux migrants. Comment ont réagi vos pays, vous, à la question des migrants, du coup ? Alors, pour le cas de la Hongrie, déjà, les ONG qui sont qualifiées d'agents étrangers sont déjà harcelées par les autorités hongroises qui, d'après le rapport parlementaire, usent d'une rhétorique stigmatisante, en fait. Donc, les lois anti-Soros soumettent les ONG qui viennent en aide aux migrants déjà à un enregistrement spécial et à une taxation. Et de multiples observateurs aussi assurent que ce projet entraînera donc des restrictions abusives à la liberté d'association et à la liberté d'expression, mais ça, on en reviendra après. Mais déjà, on peut même pas accuser Viktor Orban de manquer de cohérence parce que voilà, le Premier ministre hongrois, il s'est lancé aussi donc contre une lutte, dans la lutte contre l'immigration en Europe, pardon, et tout en logique avec sa politique nataliste aussi, parce qu'il a mis en place une politique nataliste parce que à outrance en fait, avec un slogan simple et limpide qui dit nous voulons des enfants hongrois, l'immigration est une capitulation. Au moins c'est clair. Alors, l'avortement n'est pas interdit, mais il est inscrit dans la loi fondamentale de la Hongrie que la vie humaine est protégée dès le moment de la conception. Donc l'avortement n'est pas interdit, mais il en dissuade. Il fait vraiment tout pour dissuader les jeunes filles d'y recourir. Même les filles mineures enceintes sont maintenant incitées à conserver leur enfant. Elles n'ont même pas besoin de l'accord des parents pour le garder, mais elles ont vraiment besoin d'un accord. Ça doit passer par des modalités, je ne sais, plus complexes pour les unes avorter. que les autres. Voilà, donc c'est un équilibre quoi. L'un va avec l'autre, l'immigration. Leur politique de natalité, voilà. Ok, moi du coup c'est un peu pareil en Pologne, on va dire que l'immigration c'est un peu un mal pour un bien, parce que le dernier baby boom qu'il y a eu en Pologne, il concerne les générations qui quittent le monde du travail, sauf que la Pologne elle est en économie florissante avec plus de 4%, 4% de PIB et 3% de la population qui est au chômage, du coup c'est relativement peu. Donc ils ont surtout besoin de main-d'œuvre et pour essayer aussi de pallier, on va dire, aux 1,5 million de Polonais qui sont partis en Europe de l'Ouest sur les 38,5 millions qui sont. Et donc on appelle ça un peu un brain drain, donc il y a un peu une fuite des travailleurs qualifiés. Du coup, l'immigration, elle va être triée. Donc c'est oui pour certaines personnes à partir du moment où ils sont qualifiés, qu'ils ont déjà fait leurs études et qu'ils sont prêts à travailler. Donc les Ukrainiens, d'accord. Les Syriens, non merci. Donc ils refusent aussi la politique des quotas de l'Union européenne, donc pas de Syriens et pas de Palestiniens.
Donc c'est un peu une vision pragmatiste de l'immigration, c'est un point de vue économique, c'est gratifiant que si ce sont des travailleurs. C'est un petit peu un paradoxe parce que la Pologne, elle essaye de mettre un pied dans la mondialisation tout en refusant du coup le multiculturalisme. Mais du coup, cette vague, souvent les vagues d'immigration entraînent aussi une montée du racisme. Alors qu'est-ce que ça donne dans des pays où c'est contrôlé Déjà là j'ai une anecdote un peu toute récente, mais c'est plus sur ce que je disais avant, là, le fait ils ont toujours un peu été antisémites et ils s'en prenaient beaucoup aux juifs et aux roms, et c'est là l'anecdote que je vais raconter, ça a un lien avec ça, c'est qu'il y a encore quelques mois, je crois qu'il date de 2019, ça date de 2019 quand même, mais genre fin 2019, novembre 2019, il y a un journaliste qui ne s'est pas levé de son siège quand le stade a chanté un chant nationaliste, et tout ça a suffi en fait pour que la droite déterre la vieille cause antisémite selon laquelle les juifs en Hongrie seraient un corps étranger à la nation hongroise. Donc en fait c'était deux journalistes d'Index, qui est un des rares sites d'information indépendants encore de Hongrie, qui sont au cœur d'une pleine campagne de diffamation. Il y avait même encore des affiches qui représentaient donc les deux journalistes devant un drapeau israélien avec la mention nous aussi nous venons de l'autre côté de la frontière, et mais ils vont loin, tout ça quand même. Tout ça est apparu à Budapest en novembre 2019, et ces attaques, on va pas dire que c'est le fruit du hasard, ça fait déjà plusieurs semaines que ces mêmes journalistes sont la cible d'attaques répétées de la part des médias pro-gouvernementaux et d'extrême droite. Ils les ont même qualifiés de monstres et d'aliens, et puis même il y a eu quelques jours plus tard le président du mouvement d'extrême droite Notre Pays, qui a organisé une conférence de presse devant la rédaction d'Index pour accuser justement un des journalistes de comportement anti-hongrois pour ne pas s'être levé pendant l'interprétation d'un chant nationaliste, alors que le journaliste avait essayé de se justifier tant bien que mal en disant que il se levait pour l'hymne officiel hongrois, pas pour un chant nationaliste, mais ça a quand même attisé la haine du côté de l'extrême droite, voilà. Ok, moi du coup je vais reprendre ce sujet un peu comme toi avec des pincettes, et je vais m'appuyer sur deux manifs pour essayer de pas trop dire de bêtises. Donc ces deux manifs, elles ont lieu le 11 novembre, donc c'est la fête de l'indépendance de la Pologne à Varsovie. Donc on a déjà la première le 11 novembre 2017, c'est un peu la résurrection du catholicisme supranationaliste pendant la fête, qui regroupe près de 66 000 personnes dans un cortège de l'extrême droite, tenant des propos et des slogans plutôt racistes, antisémites, suprématistes, et qu'on évitera de citer parce qu'on ne saurait pas les tolérer, je pense. Du coup, je vais m'appuyer sur la seconde manifestation, qui est un peu marquante, celle du 11 novembre 2019 cette fois. Donc toujours à l'honneur de l'indépendance de la Pologne, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont aussi défilé contre l'Union européenne avec des slogans comme Dieu, honneur et patrie, qui sont plutôt explicites, et d'autres slogans avec des pancartes tendancieuses violentes qui seraient en train de prôner on veut récupérer notre pays maintenant, plus d'excuses, plus de sionisme, qui montre encore du coup là la volonté de quitter l'Europe. Et encore pire, du coup, il y en a un qui dit les milieux juifs qui réclament 300 milliards à la Pologne, en référence à la loi 447 qui a été adoptée par le Congrès américain en 2018, et qui dresse un inventaire des biens juifs qui ont été spoliés par les nazis sous l'occupation. Donc du coup, encore un petit pic revanchard. Et sinon, non, on a plutôt des slogans comme une Pologne blanche, ce genre de choses, mais je vais pas développer là-dessus, mais c'est du haut niveau aussi. Parce que du coup, vous nous avez parlé tout à l'heure de l'article 7 qui avait été enclenché par l'Union européenne. Alors, l'article 7, en gros, il est prévu pour mettre en place des sanctions quand les valeurs de droits et libertés fondamentaux de l'Union européenne n'ont pas été respectées. Donc dans ces valeurs, comme on a dit, il y a la liberté, la démocratie et notamment l'état de droit.
L'état de droit, c'est le fait que juridiquement, un État respecte le droit qu'il produit, que ce soit donc c'est les particuliers qui doivent le respecter, mais l'État lui-même, pour éviter de tomber dans quelque chose de totalitaire. Et donc c'est une valeur qui est protégée par l'Union européenne, mais il y a eu beaucoup de tensions. Alors, je laisse les spécialistes en parler. Qui veut commencer? Je vais commencer. Non, c'est vrai que pour ce qui est de la Hongrie, voilà, l'indépendance de la justice, c'est pas, ça se dégrade beaucoup dans le sens où la réforme de la Constitution de 2011 a retiré justement à la Cour constitutionnelle une grande partie de ses prérogatives. Et par exemple, elle ne peut plus statuer sur le fond en cas de modification de la loi fondamentale. Et la procédure aussi, il y a une nouvelle procédure de nomination des juges de la Cour constitutionnelle qui a du coup renforcé l'influence qu'a le gouvernement sur sa composition et du coup remet en cause aussi l'inamovibilité des juges. Et toi, la Pologne? Moi, je vais développer le côté justice juste après, mais je vais d'abord commencer par les médias parce que en 2015, donc le 30 décembre, il y a la petite loi sur les médias qui est intitulée ainsi, qui va changer radicalement les règles de désignation de la direction et du conseil de surveillance des médias publics. Donc avant, c'était justement un conseil de radio, télévision d'État qui s'en chargeait. Et maintenant, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est le ministère du Trésor public. Donc, quel est le rapport entre les deux? Aucun, vraiment aucun. Peut-être qu'ils financent, mais voilà, il n'y a pas plus à part de l'argent certainement derrière. Et les mandats des membres actuels, ils s'arrêtent d'ailleurs au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Et en fait, 2015, c'est un peu le moment où le PiS est arrivé au pouvoir, donc c'est plus très neutre. Et, hasard? Je ne crois pas. Non, carrément pas. Donc voilà, après sinon on a une petite loi sur de la surveillance aussi qui est entrée en vigueur le 7 février 2016 et elle étend les compétences de la police et d'autres services assimilés, notamment dans les domaines de surveillance sur Internet de manière quasi automatique, donc c'est un peu bof. Et au sujet de la manifestation du coup du 11 novembre 2017, il y avait quelqu'un qui a dit quelque chose sur cette manifestation. Voilà, donc c'est Jaroslaw Kurski, donc c'est un rédacteur en chef de Gazeta Wyborcz, donc c'est un des principaux quotidiens de l'opposition, encore actif on va dire, qui avait dit à propos de la manifestation: cette manifestation patriotique est organisée chaque année, mais ce qui est différent ce samedi, c'est le soutien, la bienveillance et la protection dont les extrémistes ont bénéficié de la part du pouvoir. Donc c'est assez marquant. Donc d'après lui, ce sont aussi les citoyens qui se sont opposés à ces slogans qui ont été arrêtés et par l'inverse. Voilà, donc au niveau de la justice, elle donne rien. Elle bronche pas, on va dire. Et il n'y a pas vraiment de rétorcation contre les personnes qui vont prôner l'incitation au nettoyage ethnique polonais. L'incitation à la haine, pas trop dans le cas. Pas du tout. Et ce qui est affligeant, c'est aussi de savoir que ni l'Église, ni la télévision, ni le gouvernement n'a essayé de faire barrière à ces slogans. Et seul le ministre de la Culture, il s'est opposé, mais sinon, il n'y a pas vraiment de réaction. Et pour vous dire jusqu'où ça va, c'est que la TV locale, elle a repris les slogans et a laissé les micros à des manifestants qui incitaient directement à l'antisémitisme en direct ou en rediffusé. Donc il y a vraiment zéro barrière. Pour rebondir aussi sur l'indépendance des médias, donc déjà l'Europe s'en mêle concernant la Hongrie et dénonce une corruption de l'indépendance des médias du coup dans ce pays. On constate en fait une forte dégradation de la situation de la liberté de presse dans ce pays où le gouvernement poursuit une stratégie qui est bien rodée, qui a la finalité en fait de faire taire à la presse critique déjà, et en intervenant sur le marché des médias, donc avec des fermetures forcées, des prises de contrôle, des médias indépendants. Et en menant une campagne aussi de délégitimisation des journalistes qui étaient censés être indépendants. Et une grande partie aussi de la population, en particulier dans les zones rurales, se trouve du coup privée d'informations purement indépendantes. On a du coup un manque de pluralisme des médias qui se sont concentrés très largement entre les mains de quelques hommes d'affaires
proche du gouvernement, bien évidemment. Et en fait, la situation n'est pas nouvelle, puisque dès 2017, il y a Reporters sans frontières qui dénonçait donc la mainmise du pouvoir sur les médias, suite à la fermeture déjà de 2 quotidiens qui étaient très influents dans le pays. Donc, oh là, ils ont des noms, mais Nevzat Balzak et Magyar Nemzet. Et la Hongrie n'a plus qu'un seul quotidien politique indépendant, donc le Népszava, mais qui a du coup une portée quand même assez limitée. Le système de régulation des médias est quant à lui totalement sous le joug du parti qui est au pouvoir, en fait, puisque le Conseil des médias est composé de 5 membres qui sont tous nommés au parti Fidesz et qui n'a de cesse d'entraver le travail des journalistes indépendants. Et du coup, pour ce qui est aussi de la procédure, en fait, de l'article 7 de l'Union européenne, là, le 10 décembre, le mardi 10 décembre, en fait, il y a déjà eu une réunion qui s'est passée à Bruxelles contre la Hongrie. Sauf que le représentant hongrois, lui, a multiplié les attaques contre les autres pays de l'Union européenne sur Twitter. Donc il a vraiment réagi par l'invective, par la provocation aux mises en garde européennes. Alors, donc oui, parce que cette procédure, elle est enclenchée depuis une quinzaine de mois, Kovacs Gorban faisait de nouveau le fier à bras en fait sur Twitter et il estime en fait ne pas avoir grand chose à redouter des sanctions que pourraient recourir les pays de l'Union européenne contre lui, puisque pour lui une punition requiert l'unanimité des Européens, et Orban est quasiment certain que la Pologne est elle aussi déjà menacée de sanctions et qu'elle mettrait en œuvre son veto pour pas que la Hongrie soit sanctionnée elle aussi. Parce que oui, justement, quand j'avais regardé comment ça marchait la manière de sanctionner un État, en fait, ils peuvent pas virer un État, si je puis dire. Donc il y a cet article 7 qui dit s'il y a des problèmes avec l'article 2, donc qui est sur les valeurs, on peut mettre en place d'abord une recommandation. S'il se passe toujours rien, tout ça, on peut réactiver l'article 7, cette fois-ci pour faire face à une condamnation. Mais en fait, l'article 7 peut être activé par 2/3 des États membres. Donc, c'est possible, 2/3 dans la commission. Alors que pour passer à la condamnation, et donc supprimer les droits des États qui sont dans l'Union européenne, de ce pays dans l'Union européenne, donc c'est ses droits de vote, tout ça, il faut donc l'unanimité, et c'est ça c'est-à-dire que la Pologne va soutenir la Hongrie. Ouais, les 2 doigts de la main là pour le coup. C'est ça. Mais d'ailleurs, pour la Pologne, j'avais vu qu'ils en étaient à du coup cette action en manquement contre la Pologne, et que du coup la CJUE avait essayé de s'en mêler en se déclarant dans un arrêt qui n'avait aucun rapport, qui pouvait s'intéresser au problème de l'indépendance du juge, ce qui est la question majeure. Et donc la commission avait réussi à rendre une ordonnance pour ordonner de suspendre cette loi en novembre. Mais ça a été confirmé en décembre, et finalement en décembre 2018, pardon, et la décision finale avait été rendue le 24 juin 2019 dans une commission contre la Pologne, où la Pologne donc avait été condamnée, me semble, et mais elle avait quand même argumenté que la loi n'avait pas été mise en place, mais l'Union européenne lui avait répondu oui, mais il n'y a pas que ça quand même. Ouais, merci à tous d'avoir participé à cette émission, de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle opus des Pieds dans le plat, et à très vite.